Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'actu de la semaine MLS et pour vous présenter la cinquième journée qui va être vraiment spéciale puisqu'on est sur une trêve internationale. Certaines équipes, certains rosters sont totalement décimés, d'autres épargnés. On a souvent des surprises sur ces journées-là, mais sans plus attendre, on y va. C'est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Comme je vous le disais en introduction, on est sur une semaine où c'est assez complexe puisque on est sur une trêve internationale, mais la MLS ne s'arrête jamais. Il va falloir vous y faire pour ceux qui découvrent. La MLS a tendance à tout le temps jouer pendant les trêves internationales. Et sans plus attendre, on va aller tout de suite sur l'actu et tout ce qui s'est passé. Je tiens à préciser qu'il y a encore pas mal d'informations qui vont sortir vendredi, bien sûr avec les rapports de disponibilité et surtout le vendredi soir. En tout cas, du côté d'Austin cette semaine, on a eu une information comme quoi le club suédois Daken va recruter Leo Väisänen, donc qui devrait quitter Austin dans les jours ou semaines à venir. Du côté de Houston, terrible nouvelle, leur gardien, donc Andrew Tarbell, a officialisé sur son compte Instagram et le club l'a ensuite officialisé sur ses réseaux. Il s'est fait les ligaments croisés la semaine dernière, donc c'est saison terminée. Et c'est Maurer qui va jouer donc dans le but normalement ce week-end, en attendant peut-être d'aller chercher un nouveau gardien. Et pourquoi pas, comme je le disais sur X, un éventuel retour de la légende Steve Clark. Alors certains ont dit ouais mais pourquoi ils s'en sont séparés, c'est complètement bête. Je pense tout simplement que Steve Clark avait des prétentions salariales peut-être trop hautes, on ne sait pas, on n'est pas dans la course, enfin on n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas dans les négociations. Steve Clark 38 ou 39 ans, je sais plus exactement. Ça se trouve, il demandait un salaire totalement déraisonnable et un contrat de 2 ans alors que le club n'était pas en accord avec lui. Et puis, il voulait, je pense, injecter du sang neuf. Donc voilà pourquoi on ne peut pas trop se positionner sur pourquoi il n'a pas re-signé à Houston. Qui va également signer un nouveau DP, c'est Andrei Linger qui joue au Slavia Prague. Il a fait un passage assez convaincant du côté du Feyenoord aux Pays-Bas et il devrait signer pour environ 2,6 millions de dollars, nous dit Tom Bogert, et ce sera le nouveau DP au milieu de terrain. Houston cherchait son 10 et semble l'avoir trouvé en la personne de Andrei Linger. Du côté de Cincinnati, la semaine dernière, je vous le disais dans le débrief, on a eu la sortie un peu inquiétante de Miles Robinson à la demi-heure de jeu, mais il est déjà de retour sur les terrains. Enfin, il était de retour en début de semaine de façon indépendante. Il travaillait un peu avec un prépa physique. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Teenage ADB est absent parce qu'il attend sa green card. Donc, vous voyez, Gilberto Flores a été suspendu, Miles Robinson est pour le moment incertain et ADB n'est pas là. Donc, c'est un peu une équipe de Cincy qui est décimée défensivement. La bonne nouvelle, c'est que défensivement, il y a Matt Miazga qui s'était fait les croiser l'année dernière, qui est apparu à l'entraînement avec le groupe. Alors hier, donc mercredi, donc je pense que voilà, c'est une reprise petit à petit. Ils ont dit qu'il n'allait pas forcer son retour, ce qui est normal après une telle blessure. Du côté de Miami, Lionel Messi ne rejoindra pas l'Argentine et la sélection puisqu'il souffre d'une blessure musculaire au niveau des adducteurs. Bon, écoutez, Miami ne joue pas ce week-end. Je ne sais pas si vous avez remarqué, eux et New England ne jouent pas ce week-end, donc ça va lui permettre peut-être de récupérer. Mais en tout cas, voilà, à surveiller. Messi, physiquement, on nous disait aussi qu'il n'avait pas récupéré totalement de sa blessure à la cheville de l'année dernière. Donc ça semble un peu compliqué sur ce début de saison. Hernan Lopez, du côté de San José, on nous a dit qu'il avait subi une intervention chirurgicale de l'épaule droite, donc vendredi dernier, et il devrait être absent 3 à 4 mois, la grosse perte pour San José. Déjà que le joueur, moi je le trouvais un peu hors de forme, alors là 3-4 mois absent, j'espère que les prépas physiques sont prêts pour nous le remettre en forme parce que c'est quand même un joueur qui a du génie. Du côté de Portland, donc qui retrouve petit à petit ses joueurs, Phil Neville a quand même confirmé en fin de semaine dernière qu'il attendait 1 à 2 joueurs supplémentaires d'ici la fin du mercato, donc qui est dans quasiment un mois, le 23 avril. Dario Zuparic est de retour dans l'équipe, il nous a dit. Juan Mosquera, pareil, il participe aux oppositions et aux jeux avec l'équipe. Et c'est Miguel Arrojo qui, par contre, lui attend sa green card et il est toujours en Colombie.
Du côté de Seattle, à l'inverse de Portland qui récupère ses joueurs, Seattle c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que Seattle c'est tout le temps pareil. Une belle équipe sur le papier et en début de saison, franchement je sais pas ce qu'ils font le staff de Schmetzer, il y a tout le temps une hécatombe de blessures et après ça vient chouiner, on a plein de blessés, voilà pourquoi on performe pas. Ariola s'est fait les croisés, donc comme vous le savez la semaine dernière ça a été officialisé, donc c'est une fin de saison hein, il vient d'être recruté. Jordan Morris s'est blessé aussi, ischio-jambier, 4 à 6 semaines out. Et bon, on l'a aperçu quand même avec Pedro de la Vega qui travaillait un peu indépendamment du groupe cette semaine. À l'inverse de Morris où c'est les ischio-jambiers, Pedro de la Vega c'est les quadriceps et il sera out 4 à 6 semaines également. Yemar n'était pas présent pour le match face à Saint-Louis, c'était un peu la surprise pour des raisons personnelles, mais on n'a pas de nouvelles sur pourquoi il était absent. En tout cas, il était de retour à l'entraînement complet cette semaine, tout comme Christian Roldan, dont je vous disais qu'il était sorti un peu souffrant, apparemment blessé, mais ça devrait aller. Et donc Yemar et Roldan vont être présents. Par contre, bah voilà, Pedro de la Vega, Maurice Ariola, donc l'attaque est décimée pour Seattle. Du côté de Vancouver, Jesper Sorensen, le coach, a dit qu'il n'avait pas encore d'informations, donc hier mercredi, et que bah, il prévoyait à peu près 4 semaines d'absence, mais que d'ici la fin de semaine, ils auraient plus d'informations sur lui et Sam Adekugbe, qui s'entraîne en salle, mais qui est encore sur le côté et pas dispo ce week-end. Emmanuel Sabi, il était de retour sur le terrain, donc la recrue, ça c'est une bonne nouvelle. Et Sorensen espère qu'il puisse jouer ce week-end, tout comme Damir Krelak. On arrive à Dallas, il n'y a pas vraiment d'infos sur Dallas, mais c'est plus pour confirmer ce que je vous disais, comme quoi Lucho Acosta était méconnaissable. Et bah tout simplement, il enregistre les chiffres les plus bas de sa carrière pour ce début de saison, que ce soit en touche de balle, en tir, en XG, en X assist. Enfin, c'est compliqué, mais en même temps, quand on se dit que Dallas n'a que 43% de possession de balle sur les premiers matchs, ils se classent 28e sur 30 en MLS, et bah ça peut freiner la production d'un joueur tel qu'Acosta. Mais en tout cas, voilà, dans l'attitude, c'est pas non plus un joueur qui est exemplaire. Moi, je le répète, je le confirme, et comme j'en ai parlé avec Quentin Westberg, je pense que c'est une affaire d'argent ce transfert. Lucho Acosta n'était pas satisfait malgré une augmentation l'année dernière. Mais voilà, il va le payer et je pense qu'à mon avis, son séjour à Dallas peut être un fiasco ou ne pas durer dans le temps. Du côté de New England, Tommy Quinlan nous a rapporté du côté de New England qu'il y avait des intérêts pour le jeune joueur Noel Buck qui était prêté à Southampton l'année dernière. Et l'équipe intéressée serait San Jose qui aurait mis la cible sur lui pour certainement renforcer son milieu de terrain, puisqu'on sait hein, que c'est quand même assez léger sur le plan défensif et à la relance. Mais New England en demanderait plus d'1 million de dollars, donc voilà, à suivre. Et Peyton Miller, hier, était de retour à l'entraînement complet, donc voilà le retour du latéral pour New England. Même s'il ne joue pas encore ce week-end, c'est toujours intéressant de voir que des joueurs sont de retour. On arrive du côté de Montréal. Alors Montréal, hier, mercredi, les dernières infos, c'était que Piet, Neal et Opoku s'entraînaient avec le groupe. Herbers, Sinchuk et Vrioni étaient en salle et Jules Vilsain était également absent. Donc voilà les dernières infos de Maxime Trouman qui est à suivre pour avoir vraiment les dernières infos sur Montréal. Du côté de Saint-Louis, Roman Burki qui s'est fracturé la main, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, devrait manquer environ 1 mois de compétition. Thomas Totland s'est fait une déchirure des ischio-jambiers et sera également absent 1 mois. Joachim Nilsson est de retour à l'entraînement collectif, donc prochainement on devrait le revoir sur les terrains, même si Olof Mellberg nous a dit qu'il n'était pas encore prêt à 100% au niveau de sa condition physique. Du côté de Columbus, Wilfried Nancy a confirmé que Steven Moreira sera toujours absent face à NYCFC ce week-end, tout comme Rudy Camacho qui sera toujours de côté. Toronto, Robin Fraser, alors on nous a parlé de Richie Laryea en disant que c'était une blessure à moyen terme, donc sans préciser la date de son retour, mais qu'il allait être au moins absent cette semaine et la semaine prochaine. On apprend également que Toronto a essayé de refourguer Lorenzo Insigne à d'autres clubs de MLS, mais personne n'en a voulu. Est-ce que ça vous étonne vraiment qu'un joueur qui a un si mauvais rendement, qui est autant blessé, qui fait des siennes pour partir à chaque mercato, et surtout qui vous coûte 15 millions 4 par an,
n'intéresse personne, c'est tout à fait normal. Toronto a une hécatombe de blessures et le directeur général a ouvert la porte à son retour dans l'effectif en disant que ça dépendait de Robin Fraser, mais que clairement, s'il en a besoin, il faut qu'il le mette à tout prix sur le terrain parce qu'ils ont beaucoup de blessés et que c'est très compliqué niveau résultat, hein. Toronto n'a pris qu'un seul point et ils vont ce week-end sur la pelouse des Red Bull New York, donc je suis pas sûr que ça s'arrange encore ce week-end. Eh bien écoutez, voici pour les dernières informations. Alors suivez bien les actus qui vont sortir donc jeudi soir, vendredi soir, parce que là on va avoir énormément d'infos et on passe tout de suite sur les match-ups de la journée pour vous donner un peu mon avis et la présentation tout simplement de cette cinquième journée. C'est parti. Ce week-end, on va avoir des matchs, je préfère vous prévenir. Souvent, ce sont des journées à surprise. Il y a d'excellents match-ups pourtant sur le papier, mais avec les absents en sélection, les blessés, je vous jure que c'est souvent des matchs à surprise qu'on a. On va commencer par les match-ups qui sont pour moi à éviter et compliqués à lire. Il y en a un, c'est Minnesota qui va recevoir LA Galaxy. Moi, je trouve que les Galaxy montent en puissance. Minnesota s'est fait surprendre et a pris un peu une gifle en se prenant la remontada en un quart d'heure par SKC, qui est une équipe relativement faible du championnat. Du côté de Minnesota, ils seront privés en plus de Sinclair qui fait un très bon début de saison, de Boxall, leur défenseur central capitaine, et de Robin Lod. Donc franchement, c'est un titulaire indiscutable à chaque ligne, ça peut faire très mal. Et du côté des les Galaxies, hormis les blessés comme Pencil, Puch, on n'a pas d'absent pour les sélections internationales notables. Donc je pense qu'il y a même un petit truc à tenter avec les Galaxies ou qui s'impose ou les Galaxies ou match nul. Franchement, ça peut se tenter parce qu'un cadre par ligne absent à Minnesota, ça peut être handicapant, ça peut remettre les équilibres au niveau des deux rosters à égalité. En tout cas, les Galaxies, sur les 8 derniers matchs, s'est imposé 4 fois. Il y a eu 2 matchs nuls et 2 victoires de Minnesota. 8 fois, il y a eu les deux équipes qui ont marqué et 37 buts, soit 4,6 buts par match sur les 8 derniers matchs. Donc on peut vraiment avoir un match où on a les deux équipes qui marquent plus de 2,5 ou même plus de 3,5 buts. Moi je vous ai dit les Galaxies ou les Galaxies au match nul, ça me tente bien et je vois bien un but de Gabriel Peck dans ce match ou en tout cas le voir décisif. Bien sûr, je vois pas les Galaxy tenir le clean sheet, donc Yeboah, qui devrait être rétabli, peut être intéressant à jouer en tant que buteur sur vos équipes fantasy ou vos paris. Ensuite, le second match qui est illisible pour moi, c'est Orlando qui va recevoir DC. Orlando sera privé de Gallese, leur gardien, et Brecalo, et DC de Roles, Herrera, donc deux défenseurs qui vont être absents, et Peltola au milieu qui est dans la rotation. Orlando a déjà encaissé 10 buts, mais on en a déjà mis 9, donc c'est une équipe qui ouvre totalement le jeu, mais qui va être quand même privée de Gallese, son gardien et capitaine, qui est essentiel et qui leur sort souvent d'énormes arrêts, qui les sort du pétrin. Comme je vous le dis, cette équipe de DC est pénible à jouer. Cette équipe d'Orlando ne sait pas fermer le jeu. Je pense qu'on peut avoir un match à but. Les deux équipes qui marquent, je le vois vraiment bien. Et si je devais choisir, je dirais que ce serait alors Benteke, bien sûr, l'inévitable du côté de DC. Et de l'autre côté, pourquoi pas Pasalic et Ojeda. En tout cas, je vois un match où il y aura plus de 2,5 buts et les deux équipes qui marquent. Et je vois tout de même Orlando s'imposer à domicile. On passe au second match qui va opposer Philadelphie à Saint-Louis. Philadelphie va avoir Blake, Danley Jean-Jacques, Baribo, Gazdag en sélection et Macania suspendu, alors que Saint-Louis va se présenter au complet et reste sur 4 clean sheets en 4 matchs, même s'ils ont un peu de mal à marquer après en avoir passé 3 contre les Galaxies, c'est compliqué. Je pense que c'est un match assez illisible et compliqué à lire. Ça peut faire un 0-0 des familles, clairement, ce match. Le match suivant, c'est SKC contre LAFC. Alors, il n'y a pas vraiment d'absent de taille du côté d'SKC, hormis Bassong. LAFC ne va pas avoir Bouanga et Ordaz, mais il reste quand même favori, hein, même si Bouanga est absent. C'est une équipe très bien composée qui reste sur 8 matchs sans défaite contre SKC, 6 victoires et 2 nuls, et qui leur a passé 18 buts sur ces 8 matchs, soit un petit peu plus de 2 buts par match. Donc je vois quand même LAFC s'imposer, et pourquoi pas le petit David Martinez qui va sûrement jouer vu que Bouanga n'est pas là, décisif. Et bien sûr, LAFC, je les vois marquer plus de 2 buts dans ce match. L'autre match, c'est Colorado Rapids qui va recevoir Portland. Alors celui-ci, très compliqué à lire. Colorado n'aura pas son gardien qui est sur un petit nuage en ce moment, Zach Stephen. Et Portland n'aura pas Crépeau, Arrojo. Bon, ils ont récupéré quand même Santi Moreno et D'Acosta semble bien en forme.
Je pense que c'est 2 équipes qui sont, assez joueuses, mais qui on a quand même Colorado qui sait quand elle doit fermer le jeu, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à cerner le match. Moi, j'aurais été plus sur un match à but, mais je m'abstiendrai, si j'avais à jouer ce match. Le match suivant, c'est Dallas qui va se déplacer à Salt Lake. Salt Lake va être privé de Luna et Mark Zook, qui sont les 2 joueurs en ce moment bien en forme, et Dallas va être privé de son gardien Martin Paes. Ce qui me fait peur, c'est que Dallas se déplace et n'est pas du tout rassuré après avoir pris 1 point à domicile sur 4 possibles. Salt Lake à domicile, on sait que c'est toujours une équipe pénible à jouer en altitude. Sur les 4 dernières confrontations entre ces 2 équipes, il y a eu au moins 3 buts, donc c'est ce qui me fait dire que va y avoir du but. En plus, Dallas, c'est un peu un gruyère leur défense, ils ont pas Paes, donc je vois bien les 2 équipes marquées. Diogo Gonçalves du côté de Salt Lake être décisif, et puis après on sait que du côté de Dallas, à tout moment, Lucho Acosta met un ballon sur la tête de Moussa et ça fait but, donc je vois bien les 2 équipes marquées et puis plus de 2,5 buts. Je pense que ça peut être un match qui peut être fou, comme à la fois ça peut être le match ennuyant par excellence. Un match où c'est vraiment compliqué de cerner ce match, c'est Vancouver qui reçoit Chicago. Alors Vancouver, ils ont Ryan Go qui est bien sûr absent, Kubas, Vité, Adekugbe, White et Ahmed. Waouh, c'est vraiment du lourd à tous les postes. Et Chicago n'ont pas d'absent de renom, hormis Gutiérrez qui est en sélection nationale. Donc après, ce qui me fait douter, c'est que Chicago va devoir traverser tous les États-Unis et un bout du Canada pour se rendre à Vancouver. Et que bah, c'est compliqué à dire, hein. Vancouver sur son synthétique est capable de garder un match nul, mais Chicago elle reste quand même sur 2 belles victoires à l'extérieur, donc je me dis que c'est un match où ça peut pencher des 2 côtés, que ça ne m'étonnera pas. Le dernier match que je trouve compliqué à lire, c'est Austin qui reçoit San Diego. Austin n'aura pas Uzuni, son nouveau DP, et San Diego n'aura pas Godoy et McNair. Après, San Diego, c'est quand même une équipe qui est joueuse, mais Austin, à défaut de marquer des buts, n'en encaisse pas beaucoup. Ils ont été opportunistes à LAFC et se sont imposés. Donc je pense qu'on peut avoir un match où ça fait 0-0, un partout, sans trop de buts. Donc j'éviterai vraiment ce match si je devais parier ou si je devais jouer des stacks offensifs, même si bon, Dreyer, c'est toujours un spot intéressant. On voit que contre n'importe quel adversaire, il est capable de faire de belles différences. Les match-up ensuite qui sont intéressants, et ben, il y en a un et ça va contre Atlanta puisque Cincy est large favori. Oui, franchement, vu les absents qu'il y a à Atlanta, Luis Abraham, Gregerson, Almiron, Slits, Fortune, Cobb, Morales, Brennan. On va devoir jouer avec Matus Klitsch qui est tout juste de retour à l'entraînement, sûrement en défense centrale. Je vois pas comment ça peut se faire, hormis passer Edwards dans l'axe et laisser Lennon ou Amador sur les côtés, ça fait une défense quand même très bancale. Cincinnati n'aura pas Denki, mais bon, c'est leur arme létale. Mais ils ont quand même Evander Orechano, ils ont quand même une grosse équipe, Yuya Kubo. Donc je vois Cincinnati être favori et l'emporter à domicile en marquant au moins 2 buts. Je vois bien Evander être décisif. Atlanta, mine de rien, je regardais, ils ont un calendrier, ils ont enchaîné Miami, Red Bull New York, Charlotte. Alors il y a eu Montréal au premier match où ils ont eu du mal à gagner. Et là, ils font Cincinnati. Donc, en fait, Atlanta a eu toutes les meilleures équipes, hormis Columbus, sur ce début de saison. À noter, un point qui me fait encore dire que Cincy est favori, c'est que ils ont plus perdu depuis 7 matchs face à Atlanta. C'est 3 victoires et 4 nuls. Donc voilà pourquoi je mets Cincinnati favori, gagnant et marqué plus de 2 buts contre Atlanta. Columbus va recevoir NYCFC. Alors, ils seront privés de Schulte, Arfsten, le buteur de la semaine dernière, et Mo Farsi. Donc, quand même, 3 gros noms qui sont pas là. Mais NYCFC, le problème, c'est qu'ils vont pas avoir Alonso Martinez, qui a déjà mis 3 de leurs 6 buts cette saison et qui est un peu l'homme providentiel devant, qui tient cette équipe sur le plan offensif. De plus, Columbus est invaincu depuis 6 matchs contre New York, avec 4 victoires et 2 nuls. Et à domicile, il faut remonter à 2017 pour que New York s'impose à Columbus. Et encore pire, c'est que New York ne les a battus qu'une fois depuis sa création en 2015. Donc vraiment, Columbus, large favori. On présente plus cette équipe hein, qui a des principes de jeu avec Wilfried Nancy. Donc je vois bien Rossi buteur, mais attention, depuis que NYCFC joue contre Columbus, donc 2015, il y a eu 14 matchs. NYCFC a réussi à marquer dans 13 de ces 14 matchs, donc 13 de ces 14 matchs, il y a eu but des 2 équipes, et Columbus leur a passé plus de 2 buts dans 12 des 14 matchs. Donc voilà pourquoi je reste quand même sur Columbus qui met plus de 2 buts. Je vois même bien 2-1 ou 3-1 pour Columbus et plus de 3,5 buts, ça se tente, avec Rossi buteur. Je le tenterai vraiment bien. Un autre match qui est très intéressant, c'est Nashville qui va recevoir Montréal.
Nashville monte en puissance, attention, hein, même privé de Schafflebourg qui a pas pour le moment joué et Najar qui est quand même très intéressant. Montréal va perdre. Montréal va être privé donc de Waterman qui est en sélection. Et puis, bah, il y a bien sûr tous les blessés, les incertitudes qu'on peut avoir du côté de Montréal, hein. Alors, on a Vrioni qui s'entraîne en solitaire, on a Sinchuk qui est pas encore avec le groupe, Herbers, Vilsain sont en salle. Alvarez, là, au moment où j'enregistre, a quitté la séance d'entraînement de ce jeudi soir. Donc clairement, on est sur une équipe de Montréal qui va aller contre une équipe qui monte en puissance de Nashville, que je vois bien l'emporter. Il y a beaucoup de qualité à Nashville avec Kazem, Mukhtar, Yazbek, Takzet et même Surridge que j'aime pas trop. Mine de rien, il va peser sur cette défense. Je vois bien Nashville gagner en marquant plus de 2 buts et Surridge et Mukhtar buteurs. Je pense que c'est 2 bons spots. Un autre match qui est intéressant, alors j'ai failli le rétrograder vu qu'ils ont pas mal d'absents offensivement, c'est Seattle qui reçoit Houston. Mine de rien, Seattle a Tolo absent, Obed Vargas, Pedro de la Vega, Ariola, Maurice, ça fait quand même du monde. Mais Houston va perdre McGlynn. Alors ils ont Tarbell, oui, qui s'est fait les croiser, mais ils perdent McGlynn, qui est pour moi le dépositaire de leur jeu pour le moment, dans un peu une équipe en reconstruction. Et je vois bien Seattle s'imposer à domicile et pourquoi pas tenir un clean sheet. En tout cas, je pense que c'est une équipe qui va faire le boulot et qui, d'ailleurs, quand je regarde les statistiques que j'ai notées, elle est invaincue depuis 2009, soit 18 matchs à domicile contre Houston, donc 14 victoires, 4 nuls. Donc c'est une autoroute pour moi pour Seattle ce week-end. Mais on est sur une trêve internationale, il peut y avoir des surprises, des effectifs décimés par les blessures, comme à Seattle. On va arriver au top match-up. Pour moi, il y en a un qui est incroyable, c'est les Red Bull New York qui vont recevoir Toronto. Alors, les Red Bull New York vont pas avoir Coronel, leur gardien, mais Toronto n'aura pas Spicer, n'aura pas son capitaine. Osorio n'aura pas Flores. Comme je l'ai dit plus tôt, le directeur général a dit au coach si t'es chaud, t'as intérêt de reprendre de signer. Toronto a déjà mis 5 buts, mais le problème c'est que Red Bull New York encaisse pas. Je vois bien les Red Bull New York l'emporter et marquer plus de 2 buts dans ce match. Donc, Choupo-Moting, Forsberg, je pense que c'est des joueurs qui sont intéressants à jouer dans vos équipes fantasy ou tout simplement vos paris sportifs. Et puis Red Bull New York tient le clean sheet, je pense que la pièce se tente, ouais. Même si Toronto a quand même Bernardeschi, si jamais ils ont une signée, bon bah voilà, ça amène quand même de la qualité. Et enfin, le dernier match, ce sera Charlotte qui va recevoir San José. Charlotte est privée quand même de Tim Rim, Abada et Yemang. Vous allez me dire, bah, pourquoi du coup tu les mets en ultra favori? Bah, parce que Charlotte, tout simplement, malgré 3 absents de taille, ils ont calé 2 buts à Cincy en gagnant 2-0 à domicile et 2 buts à Atlanta en gagnant 2-0. Donc voilà, c'est une équipe ultra solide, qui a vraiment des principes de jeu, qui vient de prolonger Dean Smith jusqu'en 2027, son coach. Et San José va traverser le pays pour aller les jouer sans Joseph Martinez, même s'il est un peu fantomatique sur ce début de saison. Donc je vois vraiment Charlotte l'emporter en marquant plus de 2 buts. Wilfried Zaha buteur et à surveiller le petit Kerwin Vargas qui pourrait être titulaire. Donc voilà, on a fait le tour pour les match-ups de ce week-end. Si je devais être fou au niveau paris sportif et t'en as un petit combiné, je dirais que je jouerais Charlotte plus Columbus plus Red Bull New York l'emporte et les Galaxies au match nul. Je pense que là-dessus, vous pouvez vous faire plaisir. En tout cas, écoutez, jouer comporte des risques, que ce soit du fantasy ou du pari sportif, donc faites attention. Ne mettez que ce que vous êtes prêt à perdre. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée de MLS ce week-end. Pensez à regarder demain sur mon compte les rapports de disponibilité qui vont tomber, mais aussi ce soir, parce qu'il y a pas mal d'infos là, à l'heure où j'enregistre, ils sont en train de sortir. Et on se retrouve dès lundi pour un débriefing de cette 5e journée. Allez, à bientôt sur MLS Time.